Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement passion, plaisir ou alternatif de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous nous intéresserons à une discipline bien particulière, à savoir le design. Et pour cela, nous ferons un focus en début d'émission sur une période bien particulière, à savoir l'art déco. Que veut dire investir dans le design et plus particulièrement dans le design art déco? Nous en parlerons avec Sabrina Dola, directrice associée du département Art Déco Design chez Arcurial. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine, où nous reviendrons sur des questionnements qui peuvent exister en matière de culture et d'éducation financière. Quelle éducation et quelle culture financière pour les femmes et pour les hommes? Existe-t-il réellement des différences ou est-ce avant tout une affaire de perception? Nous en parlerons avec Déborah Labre, directrice du développement de Fundimo, mais aussi avec Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Bienvenue donc dans Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'investissement dans le design art déco avec Sabrina Dola, directrice associée du département Art Déco Design chez Arcurial. Bonjour Sabrina Dola. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, un thème qu'on va essayer de décrypter avec vous, l'art déco design. De manière plus générale, ensuite, on ira sur le design. On peut peut-être commencer par un petit peu de définition. L'art déco, ça se situe dans les années 20 à peu près. C'est le début du design en France ou presque. Ça ne veut pas dire que c'est le début du design dans le monde. Et c'est encore aujourd'hui une thématique qui plaît énormément aux collectionneurs, voire aux investisseurs. Tout à fait, puisque la France a toujours eu un très haut niveau d'artisanat et d'art décoratif. Donc, dans les années 20, on avait en France les plus beaux matériaux, les meilleurs ébénistes, et on a pu créer donc les plus beaux meubles de l'époque. Et ça reste encore aujourd'hui. Alors, quand on parle d'art déco, concrètement, on parle de quoi? On ne va pas faire de l'histoire de l'art ici, mais quelle est la spécificité de ce type de meuble design, qui vient expliquer qu'aujourd'hui encore, ce soit quelque chose qui plaise? Alors, l'art déco, ça a été quelque chose qui a été très collectionné par les Américains notamment, D'accord. qui a été extrêmement exporté, qui représentait l'art de vivre, le raffinement français. C'est français, là, les arts déco, on est d'accord. C'est français. Donc, ça se trouve encore en France. Principalement. Il y en a encore dans les familles d'origine. Donc, c'est un marché qui est typiquement français encore aujourd'hui et qui exporte très très bien. Le nom art déco vient d'une exposition, donc en lien avec les arts décoratifs pour le coup. De 1925. De 1925. Cette exposition, en fait, a mis en lumière l'idée, si je ne dis pas de bêtises, bien sûr, qu'on pouvait avoir du mobilier chez soi qui soit, alors, créé en série évidemment, mais qui soit une sorte d'œuvre d'art quelque part, qui soit travaillé par des artisans comme une œuvre d'art pour le coup. Voilà, tout à fait. Donc c'était l'idée. Les paquebots, on a eu toute une série de paquebots transatlantiques qui ont été de vrais ambassadeurs de ces arts décoratifs français, qui a permis de l'exporter dans le monde entier. À son plus haut niveau. Donc dès les années 20, on voit émerger ce design art déco qui s'exporte dans le monde entier. Aujourd'hui, on est dans les années 20, mais dans les années 2022 pour le coup, donc soit près de 100 ans après, et c'est toujours un sujet d'investissement. Vous organisez par exemple des ventes aux enchères sur le sujet, après on va élargir au design, et c'est quelque chose qui plaît toujours. Qu'est-ce qui vient expliquer que les investisseurs, les acheteurs, les collectionneurs soient toujours intéressés par cette période spécifique? Parce qu'elle réunit donc beaucoup de critères de l'objet de collection. D'accord. On va en voir d'ailleurs à l'image, on a quelques images. Oui, je crois qu'on a une lampe de Jean-Michel Franck et Dali. Donc elle réunit la qualité d'exécution. D'accord. Jean-Michel Franck faisait appel à Hermès, à tous les artistes de l'époque, comme Salvador Dali en l'occurrence. Les provenances,
D'accord. puisque les plus grands collectionneurs d'art déco, les plus grands commanditaires de l'époque étaient l'intelligentsia, l'élite culturelle et intellectuelle. Donc, D'accord. Ok. Donc ça veut dire que en fait, dès la conception, on avait des artistes qui faisaient appel aux meilleurs artisans et qui vendaient ça aux collectionneurs les plus connus. Donc il y avait tout qui était créé pour effectivement pour avoir une longévité derrière d'investissement et de notoriété sur ces types d'objets, si je puis dire, enfin d'œuvres. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ce sont encore aujourd'hui les critères de réussite, de vente. Enfin, ce sont encore aujourd'hui ces critères-là D'accord, qui sont oui, c'est ça, bien utilisés. sûr. C'est qu'on C'est la regarde encore la provenance. provenance, par exemple, d'une collection dès la première fois où ça a été acheté. Exactement. Et ce sont encore aujourd'hui les couturiers, les designers, voilà, qui font les collections, qui donnent le ton et qui permettent à ce marché-là d'être toujours à son apogée. D'accord, encore aujourd'hui. comme certaines œuvres d'art finalement, comme des tableaux, comme des sculptures ou autres. En fait, la collection va créer le marché quelque part. Donc ça, c'est pour le sujet art déco. On va se poser la question effectivement des tendances dans un instant. Juste avant, l'art déco, c'est le début du design. Enfin, Oui. je caricature, hein, peut-être Non, non, mais c'est qu'effectivement. exact- oui, Non, oui, non, c'est non, ça. mais c'est- C'est le début du design, en tout cas sur le sol français, ou en tout cas connu pour le grand public. Derrière, ça ne s'est pas arrêté là. Et en fait, aujourd'hui, on voit que c'est une vraie thématique de collection, voire une vraie thématique d'investissement à partir du moment où il y a une prise de valeur année après année. Tout à fait. Donc, dès 1925, il y a eu une certaine scission entre ce qu'on appelait les décorateurs et les modernes. D'accord. Donc, toute une nouvelle génération de designers, d'architectes a émergé, dont Le Corbusier, Charlotte Perriand, ensuite Mallet Stevens, peut-être aussi, Mallet pour voilà. Stevens. On cite des noms que les gens, exactement, que le grand public connaît. Pierre Charot. D'accord. Ouais. Donc, il y a eu toute une nouvelle tendance, beaucoup moins décorative et beaucoup plus fonctionnaliste, qui a émergé et qui ont créé un petit peu ce qu'on peut appeler aujourd'hui le design plus contemporain. Et alors, maintenant, une question plus finance, investissement. On a vu par exemple des étagères qui sont apparues lorsque vous nous évoquiez cela. Là, on parle de quelque chose qui est fonctionnel, qu'on va installer chez soi, qui va permettre d'exposer un certain nombre de choses ou de ranger des livres ou autre. Et c'est vendu dans une maison de vente aux enchères. Est-ce qu'on peut parler d'investissement? Est-ce qu'on parle d'un actif qui prend de la valeur dans le temps, sachant que ça fait plus de 100 ans que ça existe et que ça intéresse toujours un marché aujourd'hui? Oui, je Oui. pense qu'on peut parler d'actifs qui prennent de la valeur. J'ai par exemple un exemple assez simple qui est la bibliothèque Tunisie de Charlotte Perriand, qui était utilisée dans les chambres de la cité universitaire. Il y a 15 ans, ça se vendait dans les 50 000 euros. Aujourd'hui, c'est 200 000 euros. Ah oui, donc c'est des prises de valeur qui sont assez conséquentes C'est pour des le prises coup. de valeur conséquentes. Alors, c'est pas général à tout le design. Bien sûr. Et ça, par exemple, voilà, Jean Prouvé, c'est pareil. On peut suivre l'évolution sur 20 ans du prix d'une chaise démontable et on voit que du prix en francs, on est passé au prix en euros, voire beaucoup plus. Donc là, on a fait x6 pour le coup. Facilement. Et alors, comment est-ce qu'on l'explique? Parce qu'effectivement, on a parlé de l'art déco, bon, il y a le sujet historique, il y a le sujet collection. C'est la même chose pour les œuvres de design plus récentes? Non, le design a quelque part la chance d'être multiple, donc d'être très diffusé. Le design a également été très suivi par les décorateurs, les magazines, la Bien sûr, mode. oui. Donc voilà. Donc le plus grand nombre. Donc ça se propage et se donc en fait propage. ça crée mécaniquement en fait Une demande. une demande. Une demande Mais qui alors, n'a jamais faibli. Non. une demande qui n'a jamais faibli. Mm. Pour autant, du côté de l'offre, un des principes du design, c'est que, alors c'est peut-être pas vrai pour tous, mais il n'y a pas qu'une seule chaise ou qu'une seule armoire. Non. Il y en a plusieurs. Donc mécaniquement, l'offre devrait faire la multitude d'offres devrait faire baisser la demande. Et en fait, aujourd'hui, on voit que ça fonctionne toujours. Toujours, puisqu'il y a toujours de nouveaux collectionneurs qui arrivent sur le marché, D'accord. jeunes, étrangers,
qui ont encore plus de moyens et qui directement vont s'acheter des choses de payants ou de gens prouvés. Avant, c'était plutôt une clientèle plus âgée, d'architectes, de personnes D'initiés plus. d'initiés. Oui. Aujourd'hui, ça touche tous les milieux entre guillemets. Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres? Est-ce que, par exemple, des choses plus anciennes fonctionnent mieux que des choses plus récentes? Ou à l'inverse, un artiste ou un artisan ou un architecte grand public va mieux fonctionner qu'un architecte un peu moins connu? Comment est-ce qu'on évite de faire le mauvais investissement, le mauvais achat? Est-ce que ça existe quand on parle de collection, où il y a une dimension très personnelle aussi dans ce qu'on achète? Il y a évidemment une dimension très personnelle. Il y a plusieurs types d'investissements. Il y a parce que on peut pas dire qu'on collectionne le mobilier. Il y a Bien beaucoup sûr, de gens oui, qui c'est ne vrai. collectionnent pas réellement. On ne va pas avoir plusieurs enfilades comme on a vu. Non, Non. effectivement, une, ça suffit. Exactement. On se décore finalement, on se meuble. Donc la collection de design est avant tout utilitaire. On a besoin de s'acheter une jolie pièce et pourquoi pas se diriger vers le design. Donc il y a cette dimension-là à court terme qui peut être, par exemple, on le voit par exemple dans le mobilier de Christian Liègre, que nous vendons dans nos ventes parfois même plus cher qu'en boutique, puisque là c'est plutôt l'effet un peu Hermès, c'est-à-dire que les clients ne veulent pas attendre longtemps, ils veulent l'avoir tout de suite. Donc il y a ce marché-là, D'accord. satisfaire une demande Bien sûr, immédiate. Il y a à moyen terme ce qu'on peut apparenter à un marché du vintage, finalement, de l'occasion. C'est-à-dire D'accord. qu'on achète des jolies choses, on les revend, on perd un petit peu d'argent, mais la valeur quand même reste forte ou présente, oui, bien sûr. Cas, Oui. voilà, ça ne perd pas totalement de sa valeur. Donc ça, c'est le cas avec tout le mobilier design un petit peu courant d'édition. Le Knoll, les choses de... Et alors, Cassina, une dernière question pour finir, Sabrina Dola. Est-ce qu'il y a un risque quand on achète un meuble de design, art déco ou autre, de perdre de l'argent, que ça perde de la valeur dans le temps? Oui. Oui, bien sûr, oui, bien sûr, parce il faudrait garder les pièces plus de 20 ou 30 ans pour savoir si elles ont pris de la valeur. Donc oui, il y a un risque quand on vend avant. On peut citer le cas du couple Lalanne, qui aujourd'hui, François-Xavier Lalanne et Claude Lalanne, qui sont, je pense, au firmament de leur cote. Voilà, Arcurial éditait les Lalanne et vendait une table dans les 14 000 francs, je crois, à l'époque. Et aujourd'hui, c'est la valeur 70 000 euros. D'accord. Voilà, donc il faut la garder 20 ans. Il faut la garder 20 ans. Merci beaucoup, Sabrina Dola, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler l'investissement ou la collection de design art déco. Effectivement, on ne sait jamais vraiment dans ce rendez-vous si on est dans l'investissement ou dans la collection. Merci. Je rappelle que vous êtes directrice associée du département art déco design chez Arcurial. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous intéresser à la culture financière des femmes et des hommes, ce qui nous amènera mécaniquement à évoquer les sujets d'éducation financière des femmes, des hommes, mais on va aussi regarder ça d'un point de vue générationnel. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Déborah Labre, directrice du développement de Fundimo. Bonjour Déborah Labre, bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir également sur ce plateau Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni. Bonjour Charlotte Tamer. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. On va peut-être commencer avec vous, Déborah Labre, puisque Fundimo, ou en tout cas Opinionway pour Atlante Voisin et Fundimo, a sorti une étude justement sur la culture financière des femmes et des hommes. Je cite le titre, Culture financière, les femmes, des investisseurs presque comme les autres. Et alors c'est vrai que quand on lit l'étude, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des questions qui ont été posées à un public féminin, à un public masculin, sur leur culture financière, sur leurs connaissances financières, ou en tout cas sur la perception qu'ils ont de leurs propres connaissances financières. Et on se rend compte que globalement, bon, les chiffres ne sont pas les mêmes, mais on est dans un mouchoir de poche vis-à-vis de la perception des femmes et des hommes sur leurs connaissances financières. Absolument, vous avez raison. D'un point de vue de simple connaissance, un peu plus d'une femme sur deux déclare ne pas très bien s'y connaître, quand c'est le cas pour 46% des hommes, donc on est sur du 52-46. Donc ici, pas tellement de différence.
globalement, ce dont on s'aperçoit au travers de cette étude, c'est que c'est pas tellement le genre qui a une importance sur l'investissement, c'est plutôt évidemment les niveaux d'éducation, les revenus évidemment qui sont très importants. Bien sûr. Le genre. Donc, et alors, on vient rapidement sur le niveau d'éducation. Là, on va constater une différence en termes de génération. Absolument. Mais alors, on va voir, j'imagine, plus on est jeune, plus le nombre de gens qui considèrent ne pas s'y connaître être élevé. Et là, on va voir une différence, par exemple, entre une perception entre un jeune homme et une jeune femme. Alors, ce qu'on note, c'est effectivement un effet de génération qui est très important. Les femmes de 18-34 ans, aujourd'hui, finalement, s'y connaissent mieux, étonnamment, et mieux que les hommes du même âge. D'accord. Pour vous donner un exemple très concret, on a interrogé les Français sur leur connaissance en SCPI ou en crowdfunding immobilier. Ces femmes-là répondent bien mieux. Et c'est vrai pour 36% d'entre elles, contre 30% des hommes. Oui, parce qu'il y a deux façons de faire. Il y a... quelle est la perception de votre connaissance financière? Et puis concrètement, est-ce que vous connaissez le sujet ou non? Parce que nous, on a les réponses. Oui, c'est ça. Exactement. Et de la même manière, on s'aperçoit que ces femmes plus jeunes, finalement, il y a un vrai effet de transmission qui s'applique. Elles sont mieux formées par leurs parents. C'est vrai, donc 38% des femmes les plus jeunes déclarent qu'elles ont été formées, justement, sans doute, par leurs parents, contre 20% des femmes de 34 ans et plus. Donc on sent ici que peut-être les parents ont aussi cherché à les rendre beaucoup plus autonomes, parce que rappelons-le, finalement, cette notion d'autonomie financière, elle est bien plus importante pour les femmes que pour les hommes. L'INSEE le dit, au moment d'une séparation, les femmes perdent 22% de leurs revenus, potentiellement, contre 3% pour les hommes. Et au moment d'un départ à la retraite, également, un écart de revenus peut aller jusqu'à 41% pour les femmes. Donc c'est encore plus important pour elles, et notamment pour les plus jeunes femmes, d'apprendre à investir et à faire fructifier leur capital. Ça veut dire que c'est un sujet pris de manière plus sérieusement ou par une femme que par un homme, ou c'est un raccourci qu'on ne peut pas faire aujourd'hui à ce stade? Je pense que c'est un raccourci qu'on ne peut pas faire encore. Mais non. Je pose la question, hein, c'est bien sûr. Alors Charlotte sera peut-être d'accord avec ça, mais honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse le dire de cette manière-là aujourd'hui. Charlotte Tamer, même question. Alors du coup, on a eu quelques chiffres effectivement en lien avec cette étude sur la perception. Vous, chez Yomoni, est-ce que vous constatez déjà qu'il y a une différence entre investisseurs hommes et investisseurs femmes, et surtout que la perception de sa propre connaissance financière est différente? En fait, chez Yomoni, on en est assez fiers, on a 30% de notre clientèle qui est une clientèle féminine, qui va de quelques mois à plus de 80 ans, donc on peut investir à tout âge. Oui, d'accord. Et on note aussi que 25% de notre encours global, puisqu'on est une société de gestion de prime abord, est représenté, est un encours en fait détenu par des femmes. Donc la femme n'est pas inexistante chez Yomoni. Après, sur la culture financière, en fait, ça va dépendre de l'échange qu'on a. La femme, assez facilement, va reconnaître, si elle ne s'y connaît pas du tout, nous dire « je ne sais absolument rien ». Souvent, en début d'entretien, on va dire à un client, sur une échelle de 0 à 5, pour adapter le discours, quel est votre niveau en termes de culture patrimoniale? Il n'y a pas que la finance, il y a le patrimoine, en termes de culture patrimoniale, culture financière. La femme va, avec un peu plus d'honnêteté, nous dire si elle est à 1, à 2 ou à 5, clairement, et qu'elle sait clairement ce qu'elle veut. D'accord. Voilà. Donc on en revient sur le sujet de la perception. On en revient sur le sujet de la perception. Je dirais que la femme est peut-être un tout petit peu plus réaliste sur le sujet que l'homme. Après, je ne cherche pas à me faire d'ennemis, mais là, je vous le dis en toute transparence. Mais alors, moi je lis souvent que, et d'ailleurs c'est ce qui ressort un petit peu dans l'étude, qu'il y a un sujet épargne, que finalement, même sans forcément chercher absolument des différences, il y a quand même un côté féminin où on épargne plus que quand on est un homme, et donc on pourrait s'attendre à ce que globalement le sujet finance soit un peu plus géré au sein d'un couple où il y a un homme et une femme par la femme. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les cordons de la bourse sont souvent tenus par la femme, parce que c'est un peu plus généralement, c'est générationnel, mais plus elles qui font les courses, plus elles qui s'occupent de l'intendance de la maison. Donc, elles font un peu plus la compta journalière, je dirais, mensuelle, etc. Les femmes françaises sont les championnes d'épargne en Europe, donc ça, il faut le noter. L'étude date de quelques années, mais en tout cas, en 2015-2016, c'était le cas. Les Françaises étaient championnes de l'épargne. Par contre, on se rend compte que elles ne passent pas dans la sphère de l'investissement. En fait, c'est-à-dire qu'elles en restent au stade de l'épargne, c'est-à-dire des livrets bancaires, problème d'érosion monétaire, etc., et qu'elles ne passent moins le cap en fait de l'investissement. Et je pense que le fait de moins passer le cap de l'investissement n'a rien à voir avec une aversion au risque supplémentaire. C'est juste que la femme n'est pas au courant, en fait, que derrière la première porte, il y a une deuxième porte. Et en fait, je pense que là, au-delà de revenir sur la position de la femme historique, etc., il y a aussi le positionnement de l'investissement en France aujourd'hui qui évolue. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, vous n'ouvriez pas un contrat d'assurance vie pour 1 000 €.
Aujourd'hui, c'est le cas. On n'est pas besoin d'être fortuné aujourd'hui, homme ou femme d'ailleurs, confondu. On n'est pas besoin d'être fortuné pour investir. L'investissement, vous le disiez tout à l'heure, pour moi, c'est le sujet de tous, notamment des nouvelles générations. Ça va devenir un devoir civique, c'est-à-dire, ne serait-ce que pour votre retraite, il va falloir investir, investir sur les marchés ou sur l'immobilier. Ça va devenir une obligation. Et en fait, il y a aussi ce changement. À côté du changement de l'évolution de la femme dans la société, il y a aussi cette évolution du secteur de l'investissement. Aujourd'hui, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, il est assez facile d'accéder via Internet à des contrats à partir de 1 000 € et moins. Et donc, c'est un sujet d'éducation financière. C'est-à-dire qu'avant, on pensait qu'il fallait 100 000 € pour commencer à même prononcer le terme investir. C'est pas on pensait, c'est il fallait. Moi, au début, j'ai commencé à travailler et je ne travaillais pas depuis 20 ans. Quand vous accédiez à la gestion privée, et c'est encore le cas de certaines sociétés de gestion aujourd'hui, il faut poser 500 000 € sur la table. Et tout le monde, notamment sur des âges... Et même à 50 ans, tout le monde n'a pas 500 000 € à investir sur les marchés financiers. C'est ce qui ressort de l'étude d'ailleurs. 52% des Françaises, pour le coup, ne pensent pas avoir les ressources suffisantes pour placer leur épargne sur un autre support que le livret A. Et alors, je citerai un autre type, parce que vous parliez de l'aversion au risque. Alors là, pour le coup, dans l'étude, on sent quand même qu'il y a un sujet aversion au risque quand il s'agit d'investir. Mais d'ailleurs qui ne marche pas dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il y a une aversion au risque quand on parle de risque, mais quand on parle de produits risqués, l'aversion au risque peut disparaître à partir du moment où on s'y intéresse. Et c'est vrai, notamment pour les crypto-monnaies, on s'aperçoit que 25% des femmes aujourd'hui déclarent avoir l'intention d'investir en crypto-monnaie. Donc cette aversion au risque, finalement, elle est assez paradoxale. C'est pas vrai pour tous les produits. Idem, si on reprend les différentes générations, on voit que des femmes de 34 ans et plus, globalement, vont avoir des objectifs qui sont préparer la retraite, payer l'école de ses enfants, etc. Ce qui est moins vrai pour les plus jeunes qui, elles, pensent à faire fructifier leur capital. Donc finalement, qui vont potentiellement être aussi susceptibles de prendre plus de risques dans leur placement et du coup dans leurs investissements. Juste pour revenir sur cette notion de femme épargnante et non pas investisseuse, c'est un stéréotype qui effectivement perdure quand même beaucoup, qui, je l'espère, et notamment en voyant les chiffres de ces femmes les plus jeunes, va tendre à disparaître de plus en plus, à ne plus faire de l'investissement un boys club. C'est ça qu'on cherche à faire aujourd'hui. Et les crypto-monnaies, aujourd'hui, nous montrent que potentiellement, c'est aussi une possibilité de demain. Et vous sentez une appétence, alors effectivement c'est une étude, c'est des chiffres, mais vous sentez une appétence chez justement ces jeunes femmes qui veulent faire fructifier leur patrimoine, d'aller vers des investissements plus risqués ou en tout cas plus normalement adressés, je parle en matière d'écart générationnel, adressés à des investisseurs ou à des investisseuses plus chevronnés, une volonté de prendre un peu plus de risques quand on est plus jeune aujourd'hui? Alors je dirais pas ça, en revanche je dirais qu'elles en parlent beaucoup plus. Et d'accord. Ça, déjà c'est un vrai pas, et quand je disais elles apprennent ou elles cherchent à apprendre, elles ont cette réelle curiosité d'aller chercher l'information. Donc elles vont le chercher auprès de leurs parents, ça on en a déjà parlé, mais elles vont aussi le chercher auprès des médias, mais aussi auprès des réseaux sociaux ou des forums. Et ça on s'aperçoit que les usages d'aujourd'hui finalement pénètrent aussi cette sphère de l'investissement, qu'aujourd'hui 32% des jeunes femmes vont aller chercher sur les réseaux sociaux ou sur les forums de l'information. On parle aussi d'acteurs effectivement complètement digitalisés, elles sont 61% sur les plus jeunes à vouloir aller investir sur des moyens complètement dématérialisés. Donc finalement, elles apprennent et elles ont de plus en plus de moyens d'apprendre. Donc elles vont tendre à investir davantage. Donc finalement, on peut investir avec des budgets plus restreints, on peut passer par des plateformes digitales et le sujet, et là pour le coup, ce n'est pas un sujet féminin ou masculin, le sujet, c'est un sujet d'éducation financière aujourd'hui. Absolument. Il y a peut-être un dernier point, c'est on voit que dans les pays nordiques, on dispense des cours très tôt pour apprendre à gérer son argent de poche dès le collège, mais aussi pour apprendre à parler à son banquier pour un prêt, etc. En France, ça n'est pas le cas. Et on voit qu'un Français sur deux, c'est vrai et pour les hommes et pour les femmes, estime que ça devrait être une matière enseignée à l'école. Effectivement, il y a de très bonnes initiatives qui sont prises par la Banque de France chaque année qui militent pour une meilleure éducation financière des Français. On a encore un travail à faire et chaque acteur, notamment les plateformes d'investissement en ligne, doivent faire ce travail. Charlotte Tamer, l'éducation financière enseignée à l'école, c'est quelque chose qui... Très favorable. Très favorable. On fait de l'éducation civique, il faut faire de l'éducation financière. Le fait d'investir réellement est en train de devenir un sujet. Alors pour toute génération, on peut commencer même sur le tard, il n'est jamais trop tard pour commencer à investir. Mais en fait, on se rend compte, même dans l'étude à laquelle j'ai pris connaissance, on voit que les femmes n'ont aucun problème à passer par les plateformes dématérialisées, etc. Parce que c'est là que vous allez trouver le plus d'éducation. Une femme qui sait, tout comme un homme, en fait, c'est même plus genré à ce niveau-là. Mais quelqu'un qui sait comprend que le risque, c'est pas juste du risque. Risque égale rentabilité. Et en fait, je prends du risque à partir du moment où j'ai un horizon de placement qui correspond qui est proportionnel au niveau des risques choisis. Et à partir du moment où on a ça, en fait, on se rend compte qu'on lisse la volatilité et que donc on est sur quelque chose de tout à fait acceptable. Vous n'êtes pas en train de balancer votre salaire sur une roulette russe. Ou de vider son livret A.
Voilà, donc vous êtes sur quelque chose de très rationnel qui se construit dans le temps. Et juste pour précision, en tout cas, nous, chez Yomoni, 70% de l'encours féminin est positionné entre 40 et 100% en action. Donc on voit bien que la femme n'a pas de problème à aller prendre du risque sur les marchés financiers. Je dirais même que la femme, en tant qu'investisseuse, va être plus, entre guillemets, scolaire. C'est-à-dire que la femme, on va lui dire, voilà, vous avez pris 100% action, il faut à peu près 8 à 10 ans pour lisser le risque, et elle va s'y tenir. Et quand ça baisse, elle peut avoir un peu d'appréhension, rappeler son conseiller pour prendre un peu de recul, mais elle ne va pas se mettre à changer son profil ou à repasser 100% fonds euros. Elle va être beaucoup plus stable et continue dans sa prise de décision qu'un investisseur masculin. En tout cas, ou là, vous voyez peut-être un peu plus de remise en cause de stratégie en fonction du contexte. Oui. Alors là, on peut faire des généralités, enfin, on va pas forcément faire des généralités. Là, c'est des chiffres. On est sur des chiffres où on voit que la femme, une fois que la décision est prise, c'est peut-être un petit peu plus lent à la prise de décision, mais à partir du moment où la décision est prise, elle la prend généralement en toute connaissance de cause parce qu'elle a eu accès à un aspect éducation, soit via la plateforme, soit via un conseiller, mais une fois que c'est pris, elle s'y tient et elle s'y tient jusqu'au bout. Déborah Labre, chez Fondimo, vous voyez des différences de comportement pareil? Parce que là, le fonctionnement est complètement différent, puisqu'effectivement, on va choisir d'investir dans un projet, puis ensuite, on va attendre effectivement que le projet arrive à terme avant potentiellement d'en obtenir les fruits. Là, vous voyez pareil des différences de comportement Nous, on est sur un investissement qui est quand même de très courte durée, c'est 21 mois en moyenne. Donc globalement, on ne note pas différence de comportement. On sait qu'on a une base d'investisseuses qui est moins importante que nos investisseurs. Nous, aux alentours de 15% aujourd'hui. Alors ça a fait un x2 en 5 ans. Néanmoins, on sait qu'elles sont encore réticentes au fait de passer le cap. Néanmoins, on a énormément de questions. L'accompagnement, évidemment, il est peut-être un peu plus lent, comme le disait Charlotte, mais néanmoins, non, après, dans les faits, ça ne change rien. Et pour conclure, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui resterait à faire pour qu'on ne fasse plus d'émissions où on différencie le genre en fonction de la stratégie d'investissement? De l'éducation, et justement rappeler que investir, effectivement, ça comporte des risques, mais qu'il y a quelques conseils à avoir, toujours diversifier son portefeuille, diluer un maximum le risque, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, ça reste un adage qui fonctionne très bien. Donc il faut qu'on continue à le dire. Charlotte Tamer, même question. Je pense qu'il faudrait réinstaurer la parité il serait temps qu'on ait la parité sur les salaires, parce que la source, elle vient quand même de là. Éduquer ces filles comme on éduque ces garçons. Hein. Les filles, je crois que dans l'étude, c'est mentionné, elles n'ont pas un esprit moins mathématicien que oui, c'est marqué au début d'étude, effectivement. Les filles, et puis, pas besoin d'être mathématicien pour investir sur les marchés. Hein. Tous les gens qui sont plutôt littéraires, vous pouvez venir. Il y a plein de solutions pour vous aussi, pour investir, homme ou femme. Je pense qu'il faut faire aucun stéréotype. Et il faut vraiment, je pense que cette loi d'éducation financière qui intégrerait dès peut-être la terminale ou les études supérieures, je pense que c'est vraiment on est en plein dans le sujet, la déprésidentielle, mais je pense que c'est vraiment un sujet à prendre en compte et on va se rendre compte que ça va devenir une obligation pour tout à chacun qui commence à travailler, de commencer à épargner, puis à investir, que ça va être quelque chose de vraiment obligatoire pour dans les une futures perspective générations. de retraite notamment. Merci beaucoup Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni. Merci Déborah Labre, directrice du développement de Fondimo. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.